t'ai pas obligé à venir, hein. On se calme. Espèce de... Moi je sais pointer mon doigt aussi. Moi aussi, je dois. Moi je sais pointer mon doigt, attention. C'est mon geste de défense. Laisse-moi me... Pointer. Arrête d'essayer de contrôler. Putain, va Arrête. avec le flow. Laisse-moi en paix. s'il te Regarde, plaît. ça c'est l'image, va avec le Il flow. va me man. mettre à bout. Il va me mettre à bout. Oh, Je vais devenir vous faites un beau couple en tout cas. Mais ouais, mais il veut pas me demander un mariage, je sais pas pourquoi. On sent toute la complicité. Parce que je te quitte en 10 secondes. Voilà ce qui va se passer. On sent tout ça. Qu'est-ce que je peux t'offrir à boire? Il y a du thé, il y a de l'eau, il y a du cognac, il y a du vin, il y a des grenadines, il y a de l'eau froide. Du thé, mais voilà, c'est un homme... Beaucoup trop de gens sérieux. Est-ce que je peux t'en demander un thé aussi en fait? Ouais, mais j'ai aussi des infusions. On va Ah, en dose. une infusion. Du coup, Mais lève-toi, vu qu'il y a la viens, pression viens, sociale, viens, tu vois. Quoi ça? Moi aussi, je vais en prendre un. Puis Oh, ouais, non, arrêtez, Boutonneau. Je fais une overdose de sérieux. C'est bientôt fini. J'entends pas l'intro. C'est fini. C'est fini, ok. Bienvenue à tous dans les Chroniques Inutiles. Et cette fois, on est bien rempli pour un sujet qu'à la base, je voulais faire seul. Mais ouais, en fait, je me suis rendu compte que plein de gens sont intéressés, donc c'est cool. Il y a avec moi notre cher Elias Prinsley, beau gosse, saxophoniste extraordinaire. On a Julie Lagrande, qui est... Enfin, en tout cas, je te connais via l'humour. Bonsoir. On a Vin, tu peux dire bonjour. Bonjour. Vin. Puis on a notre cher ami Maxime, qui est là aussi. Salut. Salut. C'est marrant, on est en mode sexe, c'est ça? C'est Mais, on est calme. On est en c'est mode tout. intime, on On est parle en de mode solitude, calme, on est intime, avec la pluie qui est dehors et tout. Voilà. Et donc voilà, je sais pas, moment pub, est-ce que vous voulez plugger quelque chose, faire de la pub pour nos quelques auditeurs sur certains trucs ou certains sujets? Ah, moi je vais te plugger un concert que je fais. vas-y. Attends, agenda. Moi, je cherche toujours Ah oui. des stages pour stages des animations philo avec des gosses ou des adultes. Donc, si vous me trouvez un endroit, moi, je veux bien. C'est un peu ceci, sauf que je donne pas mon opinion et je laisse les enfants parler. Donc, voilà. C'est pas une offre, c'est une demande. Toi, tu te demandes des trucs. Je demande Ok. pour faire, pas pour participer. Bah ouais, à fond. J'ai envie d'avoir l'attestation, comme ça, je peux dire, hey, regardez, je suis quelqu'un qui sait faire des animations philo. Ah oui, il te faut comme le stage, il te faut C'est voilà, ça, autant de temps. tu vas ok. commencer, ouais. Donc moi je joue le 17. Avec qui, quoi, où, combien, On va commencer par où? où? C'est Commençons par au où. Sounds Jazz Club, c'est près de la place Fernand Coq. Voilà, si vous connaissez un petit peu. Moi, je connais. C'est la rue de la Tulipe. Cool. Jazz Club, vu qu'on va jouer jeudi, ouais, ça devrait pas être très cher, ça devrait être moins de 10 balles. Et jazz moderne, avec un groupe assez fourni, on est 7 musiciens. Ouh, cool. Ouais, ça envoie un peu la Avec quoi, c'est sauce. 7 musiciens, donc batterie, basse, piano. Batterie, basse, piano, guitare, parce que c'est le guitariste, le leader. Donc Ah, il y c'est a 4 Nicolas personnes à la Lauzon ou quoi rythmique. Hein, Nicolas Lauzon, quoi. ouais, c'est ça. Ah ouais. Et puis 3 soufflants. Cool. Cuivre, donc trombone, C'est un bon trompette projet, je vous le et conseille. saxophone. C'est un bon projet, je vous le conseille. Personne d'autre? Non, personne d'autre. Bon, on peut y aller alors. Donc je vais commencer avec... putain, ça fait quand même longtemps. C'est quoi le... C'est pas le bossa, c'est l'orgue ici. Bam! Yeah. Yeah! Comme ça donne un peu de sérieux, tu vois, dans tout ce que je raconte. Tiens, où est le fichier? Ah, la solitude. Coutts entendit son nom prononcé de manière erronée. C'était un Bruxellois. Ce Bruxellois a mal retenu le nom du documentaire sur les dieux primitifs. L'ami qui entendit ce faux nom, Coutre, ce n'est pas Coutre, c'est Coutre, bordel, Coutk. Il prend le temps de se calmer. C'est un moment important. La personne qui entend le nom de Coutre est extrêmement intéressée pour ce dieu. Par Coutk, pas Coutre, putain. Non, restons calmes, se dit Coutk. L'ami a commencé à chercher des informations sur Coutre, mais ne trouva rien. Coutk était trop insulté pour l'aider à le trouver. L'ami, un certain François, a tout essayé. Google, demandé à ses amis russes, Wikipédia, mais ne trouvait absolument rien. Le Namurois ne pouvait pas l'aider. Il était convaincu que le nom était Coutre. Non, ce n'est pas Coutre, c'est Coutk, ok? Pourtant, Coutk suivait ce François. Il montrait les qualités d'un disciple de Coutk. Ne prend rien au sérieux, mais cherche la connexion avec les gens. Cherche à s'amuser, mais énerve tout le monde en le faisant. A beaucoup d'humour, mais ne fait rire que certains types de personnes. Un disciple avec du potentiel. Coutk se met à observer son passé. Une jeunesse et histoire familiale compliquée. Une adolescence en solitaire avec ses potes qu'on appelait geeks. Ne pas trouver sa communauté. Des études adultes à Solvay où il s'est senti bien seul dans sa manière de fonctionner.
Il a commencé une quête spirituelle dans le but d'accepter ses souffrances, mais ne trouve pas sa place dans ces communautés. Il va au conservatoire faire de la musique, mais ils sont des artistes trop sérieux pour lui. Une vie d'incompris, une vie solitaire, une vie de quelqu'un qui fait des efforts pour rentrer dans le moule, mais foirant terriblement. Ces efforts ne faisaient qu'aggraver sa situation. Ce n'est que plus tard qu'il comprit pourquoi. Suite à un livre d'une psy qui parlait du cerveau droit dominant, de pensée en arborescence, de néophilie, d'autisme, de haut potentiel, il comprit alors son fonctionnement. Il s'est alors mis à commencer un podcast. Il savait que ce podcast symboliserait ce qu'il voulait mettre en avant, et que ce symbole était Coutre. Ce dieu représentait pour lui un symbole derrière lequel... Ce dieu représentait pour lui un symbole derrière lequel les gens semblables à lui peuvent se mettre. Il avait ce petit rêve de créer une communauté de gens comme lui, des gens qui ne représentent que 15% de la population, qui ne rentrent pas dans les cadres, qui se croient fous. Leur donner un espace où ils peuvent être eux-mêmes, leur donner une famille. Il apparut dans un rêve. Donc Koutk s'est dit « Waouh, quel projet !» Il apparut dans un rêve de ce François et lui disait « Cherche-moi par archétype de Dieu !» Tout de suite, François cherche une liste de tous les dieux farceurs et regarde dans les noms qui sonnent comme Coutre. En 5 minutes, dans la liste des dieux farceurs, il l'a trouvé. Koutk lui donna sa bénédiction, le nomma grand prêtre de Koutk. Il pouvait commencer son podcast, Les Chroniques Inutiles. Bravo! C'est beau! C'est beau, François! Oh mon dieu, je sais pas si c'est de l'ironie ou si c'est vraiment vrai ou quoi que ce soit, mais C'était émouvant. voilà. Mais donc voilà, C'est cette histoire de ton enfance. il y a des aspects vrais, il y a des aspects un peu inventés pour rendre un peu plus cool, mais bon voilà, et ça, c'est toujours. Il faut... Donc voilà, la solitude. Du coup là pour l'histoire, pour l'inspiration, je suis parti du vrai, tiens. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, ok, je peux parler. Pas grand chose en rapport avec la solitude quand même. Se sentir seul alors que. Enfin, c'est Ah non, non, de singularité, plutôt. Non, je vais faire mon petit commentaire. Le truc, c'est que pourquoi j'ai écrit ça comme intro, et à la base, donc je voulais le faire seul, hein, celui-là, au cas où c'est un jour où il n'y a personne qui est là. Et ouais, en fait, comment moi je vis ce truc, la solitude, c'est que c'est un état où tu es là, tu sais que tu as envie d'être en connexion avec quelqu'un ou quelque chose, mais que malgré le fait d'être entouré de gens, malgré le fait de parfois être en train de rigoler dans une fête avec plein de gens qui sont là, ouais, on s'amuse et c'est trop cool, on boit des bières, on kiffe la vie, que tu peux te sentir genre, mais putain, je suis seul à vivre les choses, je suis le seul à comprendre ce que je suis et à comprendre mon existence et tout. Et donc oui, là pour le coup, j'ai raconté un peu de ma vie, en fait, c'était un truc qui est tout le temps resté, quoi, tu vois, dans le sens où, ouais, si t'es quelqu'un qui est en marge ou qui a un fonctionnement un peu différent, parfois, bah ouais, tu rentres absolument pas dans les fonctionnements normaux et tout ça, et donc oui, là c'est mon vécu par rapport à ça, la solitude, et donc par rapport à ma jeunesse, ce qui était très drôle, c'est que... Micro, sérieux, putain, ok, ouais, tu dis ça pour me troller ou... Non, sérieux. Mais donc ouais, par rapport à ça, et donc c'est que... Ouais, beaucoup de gens disaient, ouais, mais c'est parce qu'il est black qu'il est un peu bizarre et tout ça, alors que non, en fait, c'est juste, il y a un fonctionnement de mon cerveau qui est différent. Et donc je me dis, ouais, mais merde, putain, il y a des gens, du coup, que juste parce qu'ils sont pas forcément de la même façon, tout d'un coup, tu les mets dans les cases et tu les catégorises et tu n'as plus envie de connecter avec eux, quoi, tu vois. Là, je suis parti dans plein de directions différentes. Mais je me permets. Bon, il n'y a pas que moi qui dois parler. Hein. Mais du coup, tu le vis comme un truc positif ou plus comme un truc négatif, toi? Pour le moment, je l'ai vécu très négativement et maintenant, je crois que je vois ma solitude autrement, dans le sens où je me rends compte que c'est un moment où je me permets de ressourcer moi-même, tu vois, après des trucs que j'ai vécu ou quoi que ce soit, et que j'utilise en fait ce moment pour me calmer de tous les trucs que j'ai parfois vécu, enfin parce que ouais, tu vois, tu peux vivre des trucs et puis tu te rends compte, ah, putain, c'est chiant, bah le boulot, quoi, tu vois. Je veux dire, coup concret, on est dans un boulot, on sait pas si on va avoir un job, on sait pas si on va se faire virer du jour au lendemain. Ouais, bah parfois être seul, on se dit, tu sais quoi, là je vais rien foutre, je vais pas aller parler à d'autres gens, je vais juste être avec moi-même. Bah ça te permet un peu de stabiliser ton état d'esprit, quoi, tu vois. Et puis ensuite, oui, donc ça c'est plutôt la solitude qui est bien, où tu te ressources. Puis bon, t'as l'aspect mal où ouais, c'est vraiment en mode j'ai un problème, je me sens pas bien, je me rends bien compte que j'arriverai pas à avoir la solution à mon état. C'est marrant parce que je prends le point de vue solution, mais j'aurais pas la solution à cet état d'esprit dans lequel je suis. Et du coup, ouais, c'est genre, ah putain, il faut que je connecte, mais tu te rends compte que ouais, parfois, les gens ils comprennent pas ce que tu vis parce qu'on est profondément, on vit la vie seul. Voilà. Mais ouais, moi, ce sentiment que j'appellerais plus de singularité qui te rend donc seul, ça me parle assez fort. Et j'ai l'impression que c'est, en tout cas pour ma part, si je parle trop de moi, vous me dites moi. Pour le moment, mais ça en tout va. cas, je ne peux que donner mon exemple personnel, forcément.
je trouve que c'est quand on commence à accepter que oui, on n'est pas forcément comme on a l'air que les autres sont, parce qu'en fait on ne sait pas exactement comment ils sont à l'intérieur non plus, mais quand on voit de l'extérieur la vie et qu'on se sent décalé, c'est un peu ça que tu expliques, si je comprends bien, et qu'on finit par accepter qu'on est comme ça, déjà d'une part on se rend un peu plus compte qu'on n'est pas tout seul à être bizarre, même si les autres sont d'autres bizarreries, et du coup on acquiert cette capacité, je trouve, c'est mon expérience, à apprivoiser sa solitude pour justement en faire une manière, un point où on peut se ressourcer justement, c'est arrêter de s'épuiser par rapport à essayer d'être comme les autres et être en présence des autres alors que c'est pas le moment. Et donc je trouve que c'est tout un chemin d'apprivoiser soi-même, d'apprivoiser cette chose qu'est la solitude. Et que voilà, en fait, ça peut être la pire des choses comme la meilleure des choses, la solitude, de mon point de vue en tout cas. Voilà. Bon. Moi personnellement, la solitude, je vois vraiment comme un truc. Je le vis plus comme un truc positif. C'est vraiment un truc qui me permet de me ressourcer. Donc. Le micro est là. N'hésite pas à vraiment lui sucer, tu vas vraiment lui parler sensuellement. Lui fais des bisous. Fais des bisous à l'audience. Ça pique très fort les oreilles. Attends, je te mets moins fort. Non, je rigole. C'était une blague. Non, mais du coup, ouais, je le vis vraiment plus comme un truc positif. Pendant très longtemps, être seul, c'est un truc qui est vraiment difficile à apprivoiser. Mais que, au fur et à mesure, pouvoir vivre avec soi-même et pouvoir être seul, ça reste une force. Pouvoir être. Ne pas avoir besoin d'être avec les autres pour te sentir bien et pouvoir te sentir bien même quand tu te sens seul, c'est toujours une force. Et moi j'ai toujours vécu, à partir du moment où j'ai accepté ce fait-là, j'ai toujours vécu ça comme une force. Le fait de pouvoir être seul, le fait d'aimer et apprivoiser un peu ma solitude et de réellement apprécier le fait d'avoir du temps avec moi-même pour pouvoir réfléchir, mettre mes pensées à plat, tout ça. Et aussi pour pouvoir de temps en temps glander et juste faire des trucs qui se faire plaisir à soi-même, quoi. Glander est important et se faire plaisir, clin d'œil est important aussi. Je parlais pas forcément de ça, mais de quoi tu parles? Je parlais pas de clin d'œil en tout cas. Je parlais pas de clin d'œil. Ouais, c'est marrant. D'accord, la solitude, je trouve un sujet très intéressant. C'est un sujet, je pense, très actuel aussi, parce que quand je regarde autour de moi, quand je pense à mes pensées parfois, je pense que on évolue envers une société qui connaît beaucoup plus de solitude. Il y a beaucoup de liens qui sont plus en place. Je pense que c'est très actuel. Aussi parce que j'ai parlé avec un ami qui lui est dans le marché de la colocation, donc il loue des chambres à des jeunes comme nous, et il y a de plus en plus de demandes pour ces chambres, même pour des gens qui ont déjà 30 ans et plus, et ça arrive de plus en plus fréquemment. Et ceci me fait je me réalise en fait que voilà, notre société est vraiment en train d'évoluer vers une société où les gens vont vivre seuls, pas juste maintenant, pendant leur jeunesse, où je pense qu'être seul pendant la jeunesse c'est plutôt facile parce qu'on a plein d'activités et c'est socialement accepté de sortir, d'aller en bar, d'avoir plein de hobbies. Mais je me demande qu'est-ce qui va se passer à un âge plus avancé, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là qui sont seuls maintenant, qui vont peut-être pas fondre une famille comme on l'a connue pendant des générations, qui vont pas faire le trajet classique qu'on connaît très bien, je pense, de nos parents plutôt. Et je me demande alors, qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là, et nous les jeunes, on aura un âge avancé, qu'est-ce qui va se passer avec le bien-être de notre société? C'est une très bonne question. Disons que j'ai l'impression, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avec tout ce qui est réseaux sociaux et internet, on est hyper connecté, on peut se parler à n'importe quel moment. Mais exactement, comme tu l'as très bien dit, ouais, putain, pourtant être connecté, vraiment avoir une connexion profonde et sérieuse, ça devient hyper compliqué. Enfin, je sais pas, moi la première réponse qui me vient à cette question-là, c'est plus, ça va s'aggraver, quoi. On va être encore plus hyper connecté, mais à la surface. Mais en profondeur, avoir une connexion où on se regarde dans les yeux intensément et on se dit ouais mec, je te vois et je t'entends et je t'accepte comme t'es, ouais, ça t'aura peut-être de moins en moins et ce sera plus tiens, t'as combien de likes sur ta page et, ouais, ok, je te trouve intéressant. D'ailleurs Black Mirror a un épisode là-dessus, je crois. Oui. Qui est une très bonne série, je vous le conseille tous.
Ouais. Mais sinon, ouais. Disons, ouais, la question que moi je me pose, alors pour le coup, c'est ok, il y a cette espèce de dichotomie et on se dit, ouais, ok, t'as parlé de société aussi qui est un peu. Qui pousse vers un truc. Et ok, mais les règles ne s'appliquent plus parce qu'il y a des changements, les gens se libèrent, individualisme, hein, parce que bon, il y a de ça aussi. Hein. Si moi je suis moi et que j'ai droit à mes trucs, pourquoi est-ce que j'ai besoin des autres ou pas? Bon, voilà, c'est peut-être un revers de ça aussi, quoi. C'est que, ouais, si moi j'ai un super boulot et que je peux avoir la voiture dans la couleur que je veux, je devrais avoir les amis qui sont géniaux et qui ont exactement les mêmes opinions que moi et blablabla. Donc quelque part, ça, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça s'intensifie, mais je me trompe peut-être. Après, je pense qu'il y a des alternatives aussi enfin, ça va dans les deux sens. À la fois, il y a une individualisation, pardon. Yes. Et comme tu dis, le schéma traditionnel n'est plus le seul schéma et de moins en moins. Mais à côté de ça, il y a des nouveaux schémas qui repromeuvent, on va dire, une vie collective. Il y a des habitats groupés, c'est un truc qui se développe super fort. La colocation, effectivement, on est de plus en plus vieux. Enfin, l'âge de la colocation avance en fait. C'est plus seulement, c'est plus seulement pour les jeunes étudiants ou jeunes travailleurs. Il y a des gens qui vivent en coloc avec des gosses maintenant. Tout commence à exister parce que justement il y a une espèce de rupture du lien et les gens essaient de le recréer avec d'autres schémas. Donc effectivement c'est encore un peu de niche on va dire, mais je pense que c'est aussi une forme d'avenir potentiel que de recréer du lien plus choisi et plus seulement le côté traditionnel familial où on accumule les générations au sein d'un même toit comme on le faisait avant, quoi. Enfin, je sais pas, Ouais, il y a quand même de je suis l'espoir. assez d'accord. En fait. Je suis assez d'accord que le XXe siècle et maintenant qu'on est au XXe siècle, comme tu dis, réseaux sociaux, technologie, voilà, tu peux te servir à manger sans avoir besoin de te déplacer de chez toi, etc. On arrive à un stade un peu à son paroxysme du culte de l'individu. Et effectivement, il y a un moment, si tu as les moyens de sortir, c'est-à-dire que si tu vis pas la solitude comme quelque chose de négatif, et tu arrives à trouver d'autres moyens de reconnecter, quoi. Et je crois que ce qu'on voit, quoi, comme tous ces petits groupes qui refont du réseau différemment que par les biais mainstream, c'est ça, c'est la preuve qu'en fait on est en train de recréer un paradigme qui naît à partir de l'ancien. Parce qu'il y a un vrai besoin humain de connecter, quoi. C'est voilà. Ça, donc les gens ils recréent d'autres connexions. Mais on n'est pas égaux par rapport à ça. Non. C'est ça qui est triste. Qu'est-ce que tu veux dire par égaux par rapport à ça? J'ai pas forcément envie de parler de moi, mais t'as des gens qui je parlais indirectement de moi, t'as des gens qui... Donc il ne parle pas de lui, hein. Genre pour que ce soit maintenant, je ne absolument. Un ami à Pas moi. de pas de lui. C'est un ami à moi. C'est un Non, ami à lui. Donc un ami d'Elias. J'en suis pas à ce stade-là, mais tu peux avoir des gens qui vivent très mal la solitude, où la solitude fait comme une sorte de cycle infernal, où le cheminement, le processus à l'intérieur de leur pensée et de leur manière de voir la vie fait qu'ils finissent par s'enfermer eux-mêmes dans une propre prison et que l'autre devient presque un ennemi, en fait. Et donc il y a ces gens-là ont forcément moins de ressources que ceux qui font se dire tiens, si j'allais voir le voisin tout simplement pour lui demander une baguette, et puis après petit à petit ils vont reprendre plaisir à faire autre chose et peut-être qu'ils vont créer une association, etc. Tu parles les de gens pathologie ou tu parles de pathologie ou bien là parce que là ça peut devenir pathologique. Le problème de la solitude, c'est que tu es tout seul avec toi-même. Tu es tout seul avec ton cerveau, tes pensées, etc. Et donc quelque part, vu que ton cerveau il peut techniquement aller dans tous les sens, penser n'importe quoi, tout dépend de toi, comment tu te rattaches à ce que tu penses. Et il suffit juste que tu partes un peu du côté un peu plus négatif et que tu te laisses t'auto-convaincre par ça. Et après, c'est un cycle infernal qui, jour après jour, heure après heure, finit par grandir cette prison que tu as ou pas. La question des connexions virtuelles, qui est super développée aujourd'hui, a un impact parce que le nombre de gamins, c'est un peu, il n'y a pas que des gamins en fait, mais qui s'isolent de plus en plus parce que c'est hyper possible en fait de rester dans une chambre, de jouer à des jeux vidéo par exemple, indéfiniment parce qu'on sait Je pointe vers moi en même temps. se faire servir de aussi, la t'inquiète. bouffe, on n'a pas besoin on n'est pas obligé pour survivre physiquement, manger, boire, etc., d'aller voir des autres gens aujourd'hui. On peut rester dans son appart et se faire tout livrer et pas sortir. Et donc, ça favorise ce système où on a peur des autres, parce que c'est vrai que si on n'entretient pas un minimum de contact avec l'extérieur, on finit par avoir peur de cet extérieur. Enfin, Vous connaissez les hikikomori au Japon? Quelqu'un veut définir ou bien je... Donc c'est les personnes qui sont complètement agressées par la société extérieure, qui se sentent... Qui se sentent agressés au Japon. Ouais, c'est un terme japonais, c'est un truc qui existe, qui
commence à exister au Japon et qui existe aussi dans d'autres pays. C'est un phénomène où les gens finissent par se sentir agressés dans leur vie de tous les jours, par la société, par tout ce qui les entoure, par la pression sociale, par la pression sociétale, plein de trucs, et qui finissent par ne plus pouvoir sortir de chez eux parce qu'ils ont cette anxiété du fait de pas se sentir à leur place dans la société dans laquelle ils sont. Et c'est particulièrement fort au Japon parce que la société japonaise a encore énormément de pression sur tout ce qui est employé. Ils ont encore un schéma très fort fixé, mais qui ne convient de moins en moins aux Japonais et qui finalement finit par les écraser, quoi. Et du coup, ils finissent par rester chez eux, ne plus sortir et devenir dépendants d'autres personnes pour pallier à leurs besoins. Et donc ils ont quand même un réseau autour d'eux des voisins, de la famille qui s'occupe d'eux. Généralement c'est de la famille parce que le schéma familial est assez fort au Japon et que ça reste quelque chose qui garde au final, mais c'est quand même des gens qui n'ont plus aucun contact en dehors de leurs parents qui viennent essayer de les sortir de leur chambre, quoi. Okay. Et ça ne touche pas que les adolescents, c'est aussi des adultes. Mais le truc, c'est que ça va loin. Enfin, moi, je me suis pas hyper informé, mais donc, tu as par exemple des gens qui vont dans un hôtel où tu peux toi-même aller te servir ta bouffe, quoi. Et en fait, ils sortent jamais de l'hôtel et ils programment en fait de leur ordinateur au niveau internet et ils programment comme ça, ils ont de la bouffe comme ça, ils payent leur hôtel comme ça. Et en fait, au niveau bouffe, c'est tout le monde à son endroit où il peut aller prendre sa bouffe de manière séparée. Et en fait, tu n'as aucun contact. Et alors là ça va, il se sent bien. Et donc, on parle de Japon. Hein, c'est bien, Japon, c'est. Enfin, pardon, je me permets de caricaturaliser. En tout cas, comme moi, je le vois, c'est en mode l'individu n'existe pas. Il n'y a que ton rôle dans la société que tu dois remplir. Et il faut être au service de l'empereur et de ces gros machins. Et que du coup, si tu es quelqu'un qui. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, qui n'a pas sa place. Hein, je crois que mon texte parlait de ça aussi. C'est que, ouais, bah, du coup, tu te rends compte, merde, je vaux rien. En tout cas, selon les autres, je ne vaux rien. Et peut-être que je ne vaux rien non plus. Et j'ai pas envie de leur faire du mal non plus en étant un reflet du fait que moi je vaux rien. Parce que j'ai pas envie d'être jugé ou d'être mal vu non plus, hein, fondamentalement. Et donc, ouais, il y a plusieurs trucs. Il y a par exemple les gamins qui restent dans la maison des parents tout le temps. Il y a des vieux aussi. Et ouais, ça peut prendre plein de formes différentes. Et c'est intéressant parce que vous me dites, et moi je crois que c'était qu'au Japon, mais apparemment c'est ailleurs. Non, ça se développe dans d'autres pays super civilisés. Enfin, civilisé, c'est vraiment un terme extrêmement colonial, c'est pour ça que je veux dire un des pays très industrialisés où justement, enfin moi j'ai vu, en tout cas, je sais pas si c'est la même chose que ce que tu avais vu, mais c'est surtout avec le fait de pouvoir soit travailler sur Internet tout le temps, soit de jouer sur Internet tout le temps et de pas être obligé d'être en contact en fait. Et donc ça facilite et à un moment donné, il n'y a plus du tout de possibilité de reconnecter, quoi. Et donc ça arrive en Europe aussi. C'est peut-être pas au niveau japonais, mais j'avais entendu dire que c'était aussi dans des pays européens, quoi. J'avais vu une vidéo, pardon, moment digression. C'était un gars, il était obsédé par World of Warcraft. Est-ce que tout le monde connaît World of Warcraft ? Je sais que c'est un jeu. C'est un jeu. Et ben il y a moyen dans ce jeu-là d'être un elfe de la nuit et donc tu es invisible alors quand tu bouges pas. Et en fait, le gars était tellement dans son personnage, hein, il jouait des 16 heures par jour, hein, tu vois, et que le gars, quand il allait chercher à manger et que sa mère lui dit « Ah, comment ça va ? Tu vas pas profiter du soleil ?» En fait, il bougeait comme si... et il faisait semblant, elle me voit pas, tu vois. Et donc, oui, c'était un cas clinique presque pour le coup, parce que ouais, quand tu t'identifies à ce point-là à ton personnage, que dans la vie réelle, tu crois que tu peux être invisible, oui, c'est extrêmement chaud. Putain, c'est qui avait dit que ça allait être très dark aujourd'hui ? Mais j'aimerais bien lancer sur pas être à sa place. Qu'est-ce que la personne qui n'est pas à sa place peut faire du coup ? Moi je voulais répondre par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous disiez. Comment dire ? C'est une sensation, je sais pas si c'est vrai, c'est plutôt une sorte de question, mais qui va être très longue, enfin un peu longue. Est-ce que ce genre de comportement pourrait pas s'expliquer, donc les gens qui s'isolent et qui, voilà, toi tu dis ils n'ont pas leur place, moi je dirais plutôt, est-ce que dans une société où justement c'est la masse qui compte, donc soit un système où voilà, tu as un rôle par rapport à la société, ou un système individualiste où on doit connecter tout le monde, donc il y a quand même un truc de masse, en fait, vraiment certes il y a toi, mais on te met clairement en opposition par rapport à un truc qui est énorme comme un océan dans lequel tu fais partie, et peu importe le niveau d'auto... comment dire, le niveau où toi tu es récompensé
dans ce que tu es, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus gros que toi, En fait, t'es et que noyé tu dans la alimentes, masse ou et que quoi? tu es noyé là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de se redonner de l'importance pour toi? Et c'est ça qui justifie que l'autre devient presque quelque chose qui te dérange parce qu'il représente la masse, et l'autre devient gênant parce qu'il est l'autre. Ah, Et attends, si je comprends bien. tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends, justement, j'ai envie de reformuler et voir si tu es d'accord avec ce que je vais dire. Donc en fait, que moi, en tant que personne, je suis tellement noyé par une masse d'informations, il y a 7 J'ai besoin milliards de de me retrouver, personnes. d'avoir une identité, C'est d'avoir ça. l'impression d'avoir une identité. Ok. Et donc, je suis obligé de me sentir différent des autres. Et Mhm. donc, de limite plus les voir, de plus avoir de contact avec eux. Mhm. Et par exemple, j'imagine que ces gens qui commandent leur bouffe, etc., s'il y a quelqu'un qui prend par erreur le plat d'un autre, l'autre est limite capable de lui foutre une baigne, tu vois, parce Ouais. que c'est presque un... Mais la la limite, question quoi. que moi je me pose, parce que tu parles de se sentir différent, la question que moi je me pose, est-ce que se sentir différent passe par s'isoler? Je veux dire, moi je peux me sortir différent si Ah oui, je on vais est dans avec une- les autres, oui, bien sûr. Ouais, bien ouais, sûr. c'est ça. Moi, Mais je- vas-y, ouais, vas-y. Moi, je relis ce que tu dis avec la sensation physique, mais là, je vais peut-être parler un peu de manière ésotérique, mais voilà. Je ne Allons sais dans pas l'ésotérisme. Dans quelle Soyons mesure, spirituels. dans quelle mesure vous allez faire waouh, elle va se taire. Je sais pas. Mais t'as peur de l'opinion des gens? Oui. C'est intéressant. Soit. Mais le côté où, en tout cas, moi, c'est par mon expérience, c'est le fait que la présence des autres dégage une énergie et que parfois, tu es épuisé en fait, de ressentir tout ça. Et donc, tu as besoin de t'isoler. Et donc, quand tu dis à la masse, ben, une ville, par exemple, c'est fatigant parce que tu as beaucoup de gens avec beaucoup d'ambiances différentes dans leur tête et dans ce qui dégage. Et donc, c'est, outre les autres sollicitations sensorielles qu'une ville implique, ben, ne fût-ce que les individus, c'est fatigant en fait, parce que tu dois gérer ou repousser des énergies que tu n'as pas choisies. Et donc, ça me fait penser à ce que tu dis, mais j'aurais pas mis le mot... j'aurais pas mis ça sur le compte de j'ai besoin de me sentir différent, mais plus j'ai besoin de me reposer de l'influence en fait de cette masse d'autrui en fait. Non, Oui, ça mais- fait partie D'autrui du avec même... S. Mais Je trouve pas les j'adore bons mots. j'adore Non, ce mais point voilà, de c'est une vue. question de point de Ouais, vue. de plus être juste une fourmi dans une fourmilière au final. Ouais, d'être plus C'est qu'une aussi fourmi. un- Moi, je suis c'est- plus qu'une Mais il y a fourmi. quelque chose de plus Ouais. profond, hein, justement, parce que ce que toi tu parles, c'est que c'est presque... pardon, hein, je vais utiliser mes mots. C'est que c'est en mode, ok, tu ressens des trucs, et parfois, enfin là je parle en tant qu'introverti, c'est que tu sors et qu'il y a des gens, ils veulent tout le temps sortir, ou ils boivent, ou ils gueulent tout le temps, et ils te stimulent tellement avec des choses, et que du coup ça te déséquilibre parfois. Voilà. Surtout quand c'est pour dire des conneries du genre ah bah ouais Trump c'est un connard, et puis t'entends ça 1000 fois et à la fin en fait ton énergie elle descend et tu te rends compte putain pourquoi je traîne avec eux, et que justement t'as besoin de cette solitude alors pour te ressourcer quelque part. Je sais pas hein, Oui, c'est un peu de cet ordre-là, c'est le besoin de parfois ne pas être en connexion avec l'énergie dégagée par les autres parce que ça t'épuise. Mais ce que tu disais aussi, ça fait partie, c'est un autre aspect que je voulais juste souligner aussi. ouais. Non c'est hyper Euh, intéressant. Le besoin de sortir de sortir du côté je suis une fourmi lambda aussi. Mais c'est un autre ça aspect. se relie un peu à ce que tu disais là tout de suite, c'est le besoin de se ressourcer aussi parfois en allant dans sa solitude quoi. Parce que ouais, enfin je sais pas quelles sont vos expériences de travail. Oui, moi mes expériences de travail, bon je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui crie, qui chante, qui est relax et qui sourit dans un environnement de travail sérieux où les gens sont sérieux, portent des chemises et on doit avoir une posture sérieuse et on marche sérieusement. Bon, moi je fonctionne très mal, comme vous pouvez peut-être le deviner. Et oui, et donc oui, c'est parfois très fatigant quand tout le monde te fait te rappeler. Et voilà, moi j'ai eu des expériences assez marrantes à ce niveau-là. Que oui, mais le travail que tu fais est bien, mais ton attitude, hein, ça marche pas en fait. Il faut que tu changes, il faut que tu fasses un effort pour être sérieux et avoir l'air déprimé et anxieux et stressé et donner l'impression que tu travailles dur. Ça, c'est littéralement ce qu'on m'a dit. T'as vraiment dit ça, On comme m'a- ça, On m'a vraiment dit ça comme ça. avec tous les mots que t'as dit là? Peut-être pas tous les mots. Ah. En gros, c'était quoi? Il y a donc j'étais dans un job et un manager hyper sympa. Hein. Le gars, c'est qu'il me dit putain, en fait, tes résultats de travail sont super bons et tout, mais dans ta manière d'être, dans ta manière de marcher, par exemple pour aller chercher un thé, ou dans ta manière d'être assis, parce que moi je fonctionne par le corps, du coup, j'ai besoin de penser différemment, je mets mon corps différemment, je m'allonge derrière, je me mets devant. Enfin, tu vois, je bouge un peu bizarrement pour penser différemment. Et donc le truc, c'est que ouais, je fais un peu tout ça, et puis il me dit oui, dans ta manière d'être, dans ta manière de penser, et puis tu rigoles, tu fais des blagues et tout ça. Et donc il y a des gens qui trouvent ça, qui pensent que tu travailles pas en fait, que tu prends pas ça au sérieux le travail qu'on fait ici. T'imagines jusqu'où ça pourrait aller? Genre, François, tu devrais penser à faire un peu de chirurgie plastique parce que ton visage il est trop sympathique.
Mais t'imagines? Non mais attends, tu rigoles, mais moi je l'ai vécu comme ça à ce moment-là. Donc c'est en mode, en fait je dois pas être moi-même, je dois être un gars qui se ramène et qui est devant son bureau. Donc là en fait je prends une posture du mec avec les épaules un peu complètement tendues, qui est devant son bureau, qui est en train de stresser, qui regarde tout le temps. Et en fait il voulait que je sois ça, quoi, pour donner l'impression que je travaille dur, comme ça les autres gens se mettent à travailler dur aussi. Ça c'est ce qu'on m'a demandé concrètement, alors que je faisais du bon travail. Si on reprend la métaphore de la fourmilière, c'est parce qu'il y a une fourmi qui décide de, je sais pas, mettre un chapeau bleu et de danser le jerk, tu vois. C'est pas ça comme ça qu'on fait les fourmis. Hein. Regarde, on est 8000 à faire autrement. Pourquoi tu fais ça? C'est un peu ça, c'est qu'on est dans un... Il y a le travail de la fourmi, et si elle commence à faire des petites claquettes sur son chemin pour aller faire sa fourmilière, on lui dit, non, moi je fais pas de claquettes, toi tu fais pas de claquettes non plus. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, il y a le code imposé, parce que sinon, voilà, on estime que ça ne... Mais je pense que ça gêne, quoi. Je pense qu'il y a aussi un peu du fait qu'il y a des gens qui sont profondément dérangés par le fait que d'autres sortent du lot et qui ne soient pas exactement dans le schéma. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui a fait que la personne t'a parlé de ça. Enfin, c'est mon manager. En fait, c'est mon manager qui a reçu des échos de certaines personnes. En fait, moi, je n'ai pas eu les échos concrets, j'ai juste eu les consignes qu'il m'a données par rapport à mon comportement, et c'est allé jusqu'où? C'est que j'avais tellement des bons résultats qu'en fait ils m'ont fait faire un test de personnalité pour comprendre comment je fonctionnais. Ah d'accord. Vin rigole. Non, c'est allé extrêmement Il sait comment ça se passe dans le milieu. Il sait pourquoi. Malheureusement. Non, Du coup, des tests de personnalité, ça j'ai jamais vu ça par contre. Et la remarque sur des collègues où ils doivent se mettre un peu dans les rangs, enfin comme je peux dire. Ouais, devait être la bonne fourmi, quoi. Comme tout le monde, oui, ça oui. Mais cela vient surtout de l'insécurité des managers ou des gens qui font la gestion des clients, parce que cela vient du peur de perdre du business, des frics. Qu'un client décide de ne plus travailler avec l'entreprise où tu as travaillé, simplement parce que... J'étais pas consultant à ce moment-là, je précise. Ok. Mais même là, c'est des managers qui ont juste peur de perdre face à leur manager qui aurait la réputation d'avoir une équipe qui ne performe pas. Voilà, exactement. Mais je trouve ça en fait un signe de faiblesse en tant que leader, en tant que manager. Et moi, en tout cas, j'espère de ne pas faire une telle chose. De nos jours, je travaille avec des jeunes qui eux, viennent directement de l'université et qui ont plein d'espoir, d'ambition. Ils amènent ça au travail. Et c'est super de travailler avec des gens comme ça. Et il y a des fois où, en effet, leur façon de se comporter ou de s'habiller peut choquer le client. Mais j'irai jamais corriger une telle personne autant que le travail est fait. Ou j'insisterai jamais, ou je ne demanderai pas de changer en personnalité, parce que j'ai la foi dans mon équipe qui auront un bon résultat, n'importe comment ils se comportent. Voilà, exactement. Ouais, mais j'ai envie d'applaudir, et c'est génial, et je crois que s'il y avait plus de managers comme ça, ce serait cool d'aller au travail. Parce que justement, Mais c'est cool d'aller au travail. Bien sûr, travailler, c'est bien. Payer vos impôts, financer la société. Tout dépend du job dans lequel tu es. Clairement. Enfin, ça dépend surtout de l'équipe et de l'ambiance de l'entreprise et de la culture d'entreprise, ce genre de trucs. Moi, je sais que on a travaillé ensemble pendant un moment, donc Yes. on a connu quelque chose. On a connu quelque chose ensemble. Ouais. Un peu on a connu cette fourmilière un petit peu, même si ça allait encore. Ça allait encore, celle-là. Mais par contre, le travail que je fais actuellement, c'est pas du tout la même chose. J'ai plein de personnalités ou en couleur, j'ai plein de gens, on peut toujours rigoler, on peut toujours discuter, on peut toujours faire des vannes à la con. Il y a aucun souci avec ça, et j'ai jamais eu aucun problème là-dessus, et personne, tout le monde le fait, et du coup il y a pas de, j'ai jamais eu, je n'arrive même pas à concevoir l'idée qu'on puisse me faire la remarque dans l'entreprise où je suis actuellement. Et du coup, ça dépend réellement de là où tu es. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi que je me dis fondamentalement maintenant. C'est que, bon, ça c'est dommage parce que tu sais pas forcément savoir à l'avance comment est une boîte dans laquelle tu vas peut-être t'engager. C'est impossible.
Bah oui, voilà, nous disons-le comme ça. Enfin, c'est pas impossible, tu demandes aux collègues ou tu demandes, enfin, il y a moyen. Il faut avoir un contact à l'intérieur de l'entreprise, Ouais, c'est ça. Sinon c'est pas possible. Bah ensuite, oui, enfin, on parlait d'alignement et on parlait de trouver sa place et on parlait de faire face et on parlait aussi de réputation, tu vois. Et c'est sûr que, bon, ok, dans une boîte où tout le monde rigole, où on n'est pas sérieux et on s'amuse bien, le gars qui est tous les jours en costume, cravate. J'ai pas dit pas être sérieux. On est tout à fait sérieux quand il s'agit du travail. C'est juste qu'on est capable de déconner à certains moments, qu'on a des mini-moments où on peut souffler. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, non, ma seule remarque c'était ça, c'est qu'à partir du moment où tu ne sais pas forcément qui tu es, hein, donc tu sais pas quel est ton fonctionnement, quelle est ta manière d'appréhender le monde, et donc du coup, et savoir comment ce fonctionnement va fonctionner dans quel système, tu vois. Tu as des entreprises qui sont sérieuses, je pense banque, tu as des entreprises où c'est peut-être plus cool, genre high-tech, tu as des entreprises où c'est plus cool, et donc je pense l'éducation ou le social, oui, là ce sera tout à fait un autre type de boulot ou d'ambiance, quoi. Et ouais, on parlait de réputation, faire face, et en effet, tu as une espèce de monstre qui est la culture d'entreprise, ou la culture de la boîte, ou la culture de l'école, ou quoi que ce soit. Et ouais, si tu rentres pas forcément dans le lot, et donc là tu parlais d'énergie, et c'est là où j'ai envie d'essayer de faire un méga gros lien, une méga grosse synthèse, c'est que du coup, oui, si ton énergie ne rentre pas dans l'énergie dominante ou globale dans laquelle tu te trouves, ouais, ça peut parfois créer des moments où ton énergie se sent seule. Mais c'est ça, la solitude. Tu peux applaudir hein, si tu veux. Bravo, bravo. J'ai fait une synthèse, merci. Benjamin, j'espère que tu es fier de moi. C'est très bien. À ce moment-là, j'étais comme par hasard en train de faire un petit dessin. Vas-y. Et, tu le montres aux auditeurs. Je vais vous montrer ce petit dessin. Là, il est là. Alors c'est un schéma, c'est un petit chemin. La solitude se définit, voilà, par définition, elle s'oppose au groupe. Solitude, t'es seul avec ton corps. Donc voilà, le groupe, t'es avec d'autres gens, plusieurs corps, plusieurs individus. Donc la dynamique du groupe va forcément influencer sur la dynamique de ta solitude. Et le groupe a un système qui est inhérent à sa nature, c'est le système de reconnaissance des individus dans le groupe afin que les individus continuent à évoluer dans le groupe. Et donc ça peut être par l'activité, par n'importe quoi. Et si ce fonctionnement est sain, ou alors si tout simplement il fonctionne, le système de reconnaissance, et bien à ce moment-là, ta solitude, elle aussi, va être saine, et inversement. Si toi, c'est ce que tu disais, si tu te reconnais pas dans le groupe, si le groupe clairement te met en opposition pendant son fonctionnement, quand tu seras seul, forcément, tu vas un peu, tu vas alimenter ce rejet en fait. Qui est par rapport à toi et que tu peux même assimiler à toi-même. Tu te rejettes toi-même, tu as une mauvaise idée de toi-même, etc. Parce que ouais, ce sera une solitude rejet et pas une solitude ressourcement, quoi. Voilà, et à l'inverse, si le groupe fonctionne super bien et qu'on ne se vide pas au niveau de l'énergie, qu'on ne se pompe pas l'énergie, voilà, si on se pompe l'énergie au lieu de se nourrir, résultat, donc ce que je veux dire c'est l'inverse, c'est si les gens se nourrissent, et quand la fatigue plus corporelle arrive et que tu quittes le groupe, là pour le coup cette solitude c'est plus une solitude qui te régénère quoi. Ouais. Et après je pense aussi qu'on n'est pas du tout égaux face aux besoins de solitude ou au mauvais vécu. Déjà il y a deux fonctionnements prédominants, il y a les extravertis et les introvertis. Déjà on n'est pas égaux face à ça. Je sais pas qui est extraverti ici. S'il y a quelqu'un qui se sent extraverti ici. Personne en fait. C'est marrant ça aussi. Non mais c'est compliqué hein. Parce que des fois tu vas me voir comme quelqu'un d'extraverti et des fois. C'est parce que souvent la définition est un peu biaisée, mais la vraie définition c'est si je me trompe Alors pas. selon Jung, la définition que moi je connais, ça vient de notre bon ami Carl Gustav Jung. Lui il dit c'est comment tu ressources en fait tes batteries en fait. Alors il y en a certains, les introvertis, eux ils le font via la solitude, par la contemplation, par le fait d'analyser ou de faire ça seul, et t'en as d'autres, ils le font en groupe. Exemple concret, oh ma meuf m'a quitté, je me sens mal, je dois y penser pendant 5 jours seul dans mon lit pour être en équilibre. Les autres personnes vont dire putain ma meuf m'a quitté, venez on va boire un verre, j'ai besoin d'être ensemble avec des gens. Et donc le fait, il y en a certains qui se ressourcent en étant ensemble avec des gens, il y en a d'autres qui se ressourcent en étant seuls. Ça c'est comme ça que moi je l'ai compris, je sais pas si quelqu'un a d'autres choses. Moi personnellement dans mes expériences j'en suis pas convaincu parce que j'ai toujours eu l'habitude d'être plutôt seul justement quand j'ai des problèmes etc. Et depuis quelques temps j'expérimente le fait de plus le partager et c'est différent, je saurais pas dire lequel est le meilleur.
crois pas que l'un est meilleur que l'autre. Après, Ils ont c'est des pas rôles aussi- différents. Non, mais je veux dire, Tu je vois, sais le pas si je suis quotidien. introverti ou extraverti, résultat. Tu vois, je sais pas qu'est-ce qui me recharge les batteries. Hmm. Je ne sais pas. Ça a des effets différents. c'est Du tout ce que Red je sais. Bull. Jamais de la vie. Tu allais dire quelque chose? Non, mais je pense que c'est pas. Enfin, là, tu as donné une illustration qui caricature un peu la situation. Tout à fait. Mais je veux dire, c'est vraiment profondément que j'ai l'impression que les extravertis, et, je pense ne pas l'être, du coup je me trompe peut-être, c'est vraiment des gens qui ont quasiment pas ce besoin d'être seuls en fait. Ou alors vraiment, quand ils sont épuisés par 20 000 Physique, trucs quoi. très Physique. physiques, ou qu'il y a vraiment eu beaucoup de gens, beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation, beaucoup, que apparemment l'introverti est quelqu'un qui a tendance à être surstimulé et donc il a beaucoup plus ce besoin parce que il est vite fatigué par tout ce qui se passe. Et donc même si tu peux apprécier, te confier sur ce qui va pas plus qu'avant, il n'en reste pas moins que tu es peut-être quand même toujours un introverti parce que tu es fort stimulé par l'extérieur et que donc tu vas plutôt raconter à un pote que ça va pas trop en ce moment, mais que globalement tu auras besoin de tout ce temps de calme un peu pour gérer ton problème, tu vois ce que je veux dire. Enfin, pour décanter. je pense que c'est un peu d'après toutes les différentes définitions que j'ai entendues, parce que évidemment ce sujet m'intéresse. Non, mais c'est hyper intéressant. Voilà. Tu parles d'hypersensibilité. Sensibilité. Hypersensibilité, enfin merci. vraiment beaucoup de réactions aux stimuli sensoriels, c'est ça. le bruit, le visuel, enfin voilà, toutes ces choses. Et Ouais, après, ouais. c'est très varié d'une personne à l'autre. Mais... Ouais, clairement. Mais à ce niveau-là, alors là, je parle de mon expérience personnelle. Quand j'ai un problème, justement, ce que moi je trouve intéressant, c'est que ce soit être seul et ben, vous voyez, hein, là, il y a mon coussin de méditation là-bas, et que ouais, j'ai par exemple besoin de méditer ou juste rester là et rien foutre, ou bien que j'aille voir des potes et que j'aille en parler. En fait, l'énergie est différente. Si je suis seul et que je le gère comme ça, c'est comme si ça enlevait l'énergie négative. Quand je suis avec des potes, c'est comme si je me remplis d'une énergie positive plutôt. Ouais. Et en effet, si du coup je vais voir des potes qui me remplissent d'énergie négative, bon, ça craint, je préfère aller seul. Mais si je sais que c'est des potes drôles, marrants, avec qui je m'amuse, bah oui, tout à coup. Et donc il y a cette espèce de truc où j'ai l'impression que les deux sont importants en fait. Voilà. C'est Donc, un équilibre ouais, clairement. entre les autres et soi, je pense. Les autres et soi. Et c'est toujours important aussi de pouvoir faire les deux, tout simplement pour avoir une base plus solide dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de gérer tes problèmes, ta solitude aussi. Tout ce que tu vis, parce que c'est pas seulement les problèmes qui te vident tes batteries, qui te qui te vident ton énergie au final, c'est même le positif peut te vider, que tu as des moments où tu as besoin de respirer un petit si t'as peu, une semaine calmer. trop chargée. Ouais, c'est ça. Et même si la semaine trop chargée est remplie de positif et que tu as vu plein de gens, tu t'es bien amusé, des trucs comme ça, est-ce que tu as besoin, après ce genre de semaine, d'avoir ton temps tout seul pendant des heures ou des trucs comme ça, ou est-ce que tu es encore chaud de voir des gens et justement de pouvoir partager cette expérience? Je sais pas. Moi, je pense, quand tu m'as dit ça, moi j'ai pensé à un pote polonais et lui, il ne sait pas être seul. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté ce détail, mais qu'il soit polonais. Soit. Mais lui, il ne sait pas être seul, quoi. Donc même ces moments de repos, il préfère être avec des gens et fumer des cigarettes personnalisées. Donc ouais, et donc ça c'est intéressant parce que lui pour le coup c'est l'hyper extrême de l'autre côté, et en fait même lui pour se ressourcer il veut avoir des ouais, mais là pour le coup il y a presque un mal-être parce que je me dis qu'être seul pour le coup pour lui c'est genre qu'est-ce qui se passe. Mais à l'inverse des gens qui ont peur des autres, à qui ça devient pathologique, comme les types au Japon dont j'ai oublié le nom. Hikikomori. Merci. J'imagine qu'il y a aussi, il y a des gens qui sont vraiment malades de peur d'être seuls, qui n'ont pas eu l'habitude dans leur vie, que ça ne s'est pas présenté, qu'ils ont été confrontés à la solitude et que en fait c'est un truc qui les panique et c'est pour ça qu'ils n'en ont pas besoin, je pense. De ce que j'en vois parfois, et je sais qu'il y a des gens autour de moi qui ont peur d'être seuls, et j'ai l'impression que c'est parce qu'ils n'ont pas encore appris, en fait, tout simplement. Mais après, peut-être que c'est très prétentieux de ma part de faire moi j'ai compris c'était quoi la solitude. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais t'as pas dit. Mais je répondrai. pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Sur ce que Julie a dit. le gars qui met au clair le fait qu'en fait j'ai oublié son vrai. Ouais, mais je suis très mauvais avec les noms. Ouais, t'inquiète, moi aussi. Non plus, Donc Maxime, Vin, Julie, Elias et moi c'est François. Pardon? Tu t'appelles François? Je m'appelle François. Ouais. Mais du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah merde. C'était pour rebondir sur le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas appris à être seuls et qui ont peur d'être seuls. Ouais, tout ça. Bah,
comme on animateur qui disait, déchire. les personnes qui ont ce besoin pathologique d'être seules et tout ça, c'est l'exact opposé, mais c'est aussi quelque chose qui est complètement négatif. Comme je disais là tantôt, c'est toujours important de pouvoir faire les deux pour avoir une base plus solide. Le fait est que la seule personne avec qui tu vas devoir vivre toute ta vie, c'est toi-même. Et si tu sais pas vivre juste avec toi-même, c'est qu'il y a un gros problème. Si tu peux pas être en ta propre compagnie et que t'es mal, enfin juste être en ta propre compagnie et être à l'aise, il y a d'office un problème quelque part. J'ai deux choses à dire, mais je sais pas laquelle est la plus intéressante. C'est ces deux embranchements dans un chemin. Bon, je vais d'abord répondre à la question, puis on verra ce qu'il en vient. À propos de apprendre à être seul. Justement, la personne qui du coup est hypersensitive et qui a besoin de ce moment de solitude pour se ressourcer, ben en fait, elle apprend très jeune à être seule. Ouais, mais elle doit aussi pouvoir apprendre à être avec les autres dans ce cas-là. Clairement, je suis d'accord. Tu dois complémenter en fait ta personnalité avec ton apprentissage. Et du coup, ouais, tu dois faire le chemin inverse dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Et même chose pour les gens qui ont peur d'être seuls et qui veulent tout le temps être entourés de personnes, même si la relation est négative avec telle ou telle... pardon, je prends l'exemple de meuf. Avec telle ou telle meuf, apprendre à ne pas être en couple, par exemple, et à se connaître soi-même et à devenir indépendant et à se connecter avec ses propres besoins. Un truc que, par exemple, la personne qui passe souvent du temps seule, elle sait bien que ah ouais, moi j'ai besoin d'écouter mon petit album de jazz parce que ça me fait du bien, ou ah non, moi j'ai besoin d'avoir des bons parfums chez moi pour que tout se passe bien. Là où l'autre personne c'est ah non, moi il faut que je m'amuse avec les gens, il faut que je bois ou quoi que ce soit, tu vois. Et voilà quoi. Maintenant j'ai oublié mon deuxième idée. Merde. C'est pas grave. Ah mais sinon, si je peux conclure sur ce que je disais là tantôt, je pense que le plus important, c'est autant pouvoir être à l'aise avec le fait d'être seul, mais autant devoir être capable d'être à l'aise avec l'idée d'être avec des gens qui sont différents de toi aussi, et de pouvoir accepter que ça se passe bien, que tu puisses tout simplement être confortable avec des gens que tu connais ou que tu connais pas, mais voilà. J'entends. Je me posais, en fait j'avais une idée mais je sais pas exactement où elle va. On parlait de la différence entre avoir peur d'être seul ou d'avoir peur d'être en groupe et tout ça. Et du coup, moi, je me pose un peu la question sur qu'est-ce qui fait que tu te sens faire partie d'un groupe et que du coup, tu crois en tout cas que non, je ne suis pas seul, je peux appeler telle ou telle personne quand je veux. Tu vois, je voulais parler du sentiment d'appartenance et j'avais une bonne question, mais j'ai oublié la question. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Allons sur le sentiment d'appartenance. Quoi ça ? Je dis allons sur le sentiment d'appartenance. Voilà. Mais comme ça, tu retrouveras ton idée. Parce que la solitude, pour moi, enfin quand moi je me sens profondément seul, c'est souvent genre putain ouais, je suis seul au monde, personne qui me pige, je pars trop en couille, ou est-ce que je devrais me changer, mais en même temps je sais pas. Et donc il y a clairement un problème à ce niveau-là, c'est où je me rends compte ouais non, tu vois. Je sers à rien ou je fais que pourrir la vie des gens autour de moi avec mon attitude un peu bizarre et donc oui c'est par rapport à ça que je posais la question. Voilà. Peut-être que ce que tu peux mettre en place c'est que pour quelqu'un qui se ressent comme ça, il y a forcément des choses que tu aimes bien faire qui te détendent, qui te font penser à autre chose. Ça peut être n'importe quoi, hein, lire un bouquin, faire jouer aux échecs, jouer aux jeux vidéo, faire n'importe quoi. Faire des chroniques inutiles. Tu sais, avec des gens. Par définition, cette chose-là, tu fais partie du groupe des gens qui aiment faire ça. Et donc, je sais pas, va sur un forum avec des gens qui font ça, ou va dans des cafés où il y a des gens qui se ressemblent comme ça. Et t'as d'office une famille, quoi. D'office. Chercher des pairs, quoi. Chercher des gens qui te ressemblent sur au moins quelque chose d'actif. Sur au moins une activité. Un truc qui te... Voilà. Je parlais des relations hommes-femmes. Ah oui. Alors. Donc là c'est plus concret comme ça, parce que oui, ça je fais. Mais alors, disons que je prends les choses. Mais l'appartenance, elle n'a pas de sens. De quoi tu parles là, c'est-à-dire. Mais non. Mais justement, maintenant je me rends compte de quoi je parlais. C'est que bon, voilà, moi je me rends compte que oui, je troll beaucoup, très beaucoup. Et quand quelqu'un est sérieux ou quand quelqu'un a une opinion trop formée, oui, j'ai un instinct terrible de remettre cette opinion en question. Tu parles de quelqu'un ? Je sais pas tout de qui tu parles.
C'est pas que toi, hein. D'accord. Mais si tu vis avec moi ou que tu as une relation soi-disant sérieuse avec moi, du coup... pas en couple que je sache. Pas encore, tu m'as toujours pas demandé de sortir ensemble, bordel. Et du coup c'est chiant parce que moi je suis le gars, ah François j'ai une idée fantastique, là qui remet ça en question, il te remet dans le doute et tout. Et ouais je me rends compte que je peux être extrêmement chiant en relation quoi tu vois. Et donc je me dis mais putain en fait je suis censé juste mourir et peut-être que je suis pas censé que avoir un truc stable c'est impossible parce que moi-même je suis pas stable dans ma pensée ou parce que moi-même je remets tout en question. Et ben donc ouais moi j'aurai jamais une stabilité parce que c'est même pas ça que je recherche, c'est même pas comme ça que je fonctionne. Voilà, je pars du profond. Mais est-ce que dans une relation, tu as aussi besoin d'être un béni oui-oui, de dire oui à tout et de conforter la personne Non. dans tout? Mais il y a besoin de sécurité. Yes. Et s'il n'y a pas la sécurité, il y en a un des deux qui craque. Mais j'ai l'impression que si t'as pas la sécurité, enfin c'est un point de vue tout à fait personnel, mais que si t'as pas la sécurité avec toi-même, avec d'autres, dans des amis, des regroupements où justement tu peux vraiment créer une appartenance ou pas, qu'est-ce que tu veux avoir une sécurité quelconque dans un couple? Enfin, personnellement, ça me paraît impossible. Voilà. La raison pour laquelle je suis célibataire structurel. Mais vraiment, mais oui. C'est quoi célibataire structurel? Je suis célibataire tout le temps. Okay. Je ne suis jamais en couple. Okay. Depuis des années et des années. Je ne saurais pas, je me sens incapable parce que plus j'avance dans ma connaissance de moi, là, voilà, je parle de moi. Mais il n'y a pas de parce problème. que je ne sais tu pas peux que une parler généralité. Parce que je me sens pas justement assez sécure dans plein de choses pour me dire aller exposer ma fragilité et casser les couilles de quelqu'un avec mes insécurités en fait, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est un point de vue comme un autre, mais je veux dire, de manière plus générale, j'ai l'impression quand même qu'il faut ce sentiment d'appartenance à l'humanité, vaguement quand même au moins, un espèce de justesse avec soi-même pour pouvoir être en relation de couple par exemple. Enfin, ça me paraît venir après. Mais non, sinon c'est vite malsain. Mais non, mais j'ai envie de rebondir tout de suite là-dessus. Pour moi, oui, moi j'ai plein de questions existentielles au niveau de quel est le sens de mon existence. Et donc du coup, parce que moi j'ai pas les réponses pour moi et que je me remets facilement en question sur est-ce que c'est mon chemin ou est-ce que ce n'est pas mon chemin, bah oui, moi ça m'arrive que, et vraiment de manière instinctive, parce que je le fais de manière instinctive pour moi-même, quand je suis entouré de gens, que ce soit avec des potes ou quoi que ce soit, et j'ai encore eu la remarque récemment, c'est que oh putain François arrête avec tes questions trop sérieuses et arrête de me remettre tout en question. Toi tu dois toujours demander des grosses questions et avoir des questions trop sérieuses, tu fais chier bordel de merde. En fait j'ai remis en question le féminisme, elle a pas aimé. Mais un aspect. Et le truc c'est que oui, je me rends compte que ça fait chier des gens qui sont tout à fait, ou en tout cas sont convaincus de certaines choses et je commence à accepter le fait que peut-être que il y a un profond mal-être en moi à ce niveau-là. Que certaines personnes apprécient, mais que la plupart en fait non, parce qu'ils veulent rester dans leurs croyances, et je dérange à ce niveau-là. Mais j'ai un semblant de réponse semblant, quoi. C'est une intuition, c'est pas... le couple, par définition, c'est donc le groupe le plus petit qu'on peut former. Yes. C'est un groupe de 2 individus. Et le groupe... Sauf si t'as plein de potes dans ta tête. Non. Par du principe qu'un corps humain, c'est un individu. Voilà. C'est un peu restrictif quand même. Franchement, pourquoi tu limites les gens comme ça? Mais parce qu'à ce moment-là, ça devient plus tout à fait un couple traditionnel et on est dans vraiment un groupe là pour le coup qui est voilà. Donc on part du principe qu'il y a quelqu'un qui a une seule on va dire conscience. Je trouve qu'il me force à penser d'une certaine façon. Mais laisse-moi finir, s'il te plaît. On écoute ton avis. Tu vois, on fera pas un mauvais couple parce que justement ça ne valide pas ce dont je vais parler. Pour qu'il y ait un groupe, il faut qu'il y ait donc ce sentiment d'appartenance et il faut qu'il y ait des choses qui rejoignent les gens entre eux. Donc des choses comme tu dis, on aime jouer aux échecs ensemble, on aime partager cette même chose ensemble. Et le fait qu'on fasse cette chose ensemble et que ça se passe bien, ça génère du plaisir, donc la sécurité. Et si t'es un troll systématique avec ta moitié, eh ben ça finit par se briser tôt ou tard. Parce que formellement, dans la matière, là on va parler un peu machin ésotérique, dans la matière, tu ne donnes pas forme à une sensation de fusion, de colle entre les deux parties. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une question d'équilibre en fait. Et t'as raison d'en parler parce que je me rends compte un petit peu que dans les périodes où je vais pas bien, je me reboot en fait.
Et je le fais pas de manière consciente, mais je me rends compte que je me reboot. Je vais aller voir des gens je vais dans des milieux que je connais pas, etc. Et en fait, instinctivement, intuitivement, ça me reboot sur certaines choses. Et quand il y a des phases où je suis trop négatif, ou des phases où je suis trop agressif, ou des phases où je suis trop, etc., et ben le fait de se rebooter de cette manière-là, moi personnellement, ça me permet en fait de être un peu plus cool, et donc résultat de ne pas aller toujours vers la cassure, mais aussi vers le recoller, quoi. On dire recoller les morceaux tu vois, d'un couple quand ça va pas, parce qu'il faut bien au bout d'un moment et voilà, parce que le couple c'est le groupe le plus compliqué à maintenir, parce qu'il y en a que deux, donc dès qu'il y en a un qui lâche, il n'y a plus de groupe, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il faut savoir tempérer et équilibrer, ce que je viens juste de dire avant. Ouais. Donc le fait de justement résister t'as des au énergies, dragon, alors des énergies de résister à rupture l'instinct. et des énergies qui cherchent plus à réunir, quoi. C'est intéressant ça, parce que là on parle de l'évolution personnelle par rapport à l'évolution du couple, ouais. Oh mon dieu, on ouvre des portes dans ce jeu, Elias. Parce que finalement, quand tu dis troller, je crois que je comprends plus ou moins ce que tu veux dire par là, mais si on Toujours fait dans le tout... sarcasme, Ouais, c'est ça. critiquer, etc. Ok, ça, c'était pour être sûr. Je suis un D'accord. vieux Ça cynique, marche. ouais. Un cynique Bien joyeux. sûr, j'avais un petit doute, merci. Et donc, Mais gros. si, on veut si tu veux tout le temps faire ça, et là, je ne vais pas du tout te psychanalyser, mais ça veut dire que tu as une insécurité par rapport à ça et qu'il faut que tout le temps que tu... Et donc c'est peut-être un truc que tu dois résoudre toi, de dire ok, j'ai pas tout le temps besoin de faire ça, à des moments je peux juste créer de la sécurité, de l'intimité avec les gens, que ce soit mes potes ou une meuf. Et du coup, c'est en t'équilibrant toi que tu vas équilibrer ton couple. Enfin, c'est une manière de dire c'est exactement ce que tu as dit. Hein, mais... Ouais, J'ai une illumination. On peut faire une psychothérapie là? ouais, allez, on fait ma thérapie, ok, vas-y, Bah, pose-moi parce des que questions. Tu vois, hier Hier ou avant-hier, on était avec quelqu'un. Ouais. On était à 3. On était avec quelqu'un. Voilà, bah cette On va pas personne-là, plus. tu te souviens de ce qu'elle t'a dit ou pas? Elle a dit plein de trucs, ouais. Ouais, mais elle a parlé d'une chose et peut-être que tu t'en souviens pas. Bah, essaie de concrétiser parce que là ça me parle absolument pas. Ok. Là tu dis juste elle m'a dit plein de choses. Putain, elle a dit plein de choses. Hein, Alors là, c'est quelque chose auquel tout le monde peut, je pense, c'est un truc à peu près général, mais il y a des personnes chez qui ça peut être vraiment un peu clinique. C'est un problème de manque d'attention et de peur de l'abandon qui peut amener à ce comportement qui consiste à toujours tester les limites de la relation. Juste pour se confirmer que la relation va tenir. Tu vas la tester jusqu'à ce qu'elle pète. Et une fois qu'elle pète, tu vas te dire ah bah j'ai bien fait, tu vois. Toutes tes idées, tous tes doutes se valident parce que t'as fait craquer le truc. Mais en fait, c'est parce que t'avais peur que tu testais les limites. Donc voilà, c'est un fonctionnement qui pourrait expliquer. C'est pas la pourrait solution. m'expliquer moi? Non, mais ça peut, c'est une des manières d'expliquer cette manière de faire, de toujours aller, de toujours faire la même chose. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui tend vers, tôt ou tard, vers la rupture de la relation, parce que c'est toujours en train de la tester, donc tu es toujours en train de tirer l'élastique. Toi, tu tires, il y a un moment, ça lâche, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, disons que je peux répondre au niveau de équilibrer et tout ça. C'est que je me rends compte que la jeunesse que j'ai eue m'a formé à être dur, en fait. Il y a eu plein d'éléments dans cette jeunesse qui... voilà, une phrase que moi j'ai beaucoup entendue dans ma jeunesse, c'est « il faut être dur pour soi-même, le monde est dur et le monde est dangereux ». Et donc c'est un truc que j'ai développé limite en mode défense. C'est quelqu'un m'attaque ou quelqu'un dit quelque chose où je suis pas d'accord, ou c'est automatiquement c'est ok, comment détruire le truc que la personne dit. Donc en fait j'en suis très conscient et donc là maintenant je suis en train de faire un certain travail à ce niveau-là. Voilà, faites-moi ma thérapie, les psys, aidez-moi. Bah c'est ça, mais tu testes les gens pour savoir s'ils te méritent vraiment. Intéressant. Un truc comme ça, non? Il y a peut-être de ça, ouais. Parce que tu te dis, oui, moi je suis quelqu'un de fort et tout, je ne dois être qu'avec des gens forts, etc. Donc tu vas au pic à glace là, et puis si la personne tient le coup, ou qu'elle même. Bah, par exemple, moi, tu vois, je te renvoie une totale énergie qui est complètement différente quand tu fais ça. Donc, ou alors je te troll aussi au pic à glace, et puis c'est ce qui fait que. Qu'on s'entend bien et qu'on se donne des câlins et qu'on s'aime. Et ça marche. Et en fait, c'est une manière de se reconnecter, mais c'est un truc qui, à la base, avec d'autres gens, casserait la relation parce que tu la fatigues, quoi. C'est beaucoup trop agressif au bout d'un moment. Même si c'est drôle le sarcasme. C'est ceux qui aiment ça, quoi. Ouais. S'envoyer des punchlines de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Ouais. Mais tout le temps, c'est pas évident. Il faut des Tout le temps, périodes et il faut aussi des périodes où on puisse s'écouter, enfin où on peut s'écouter juste
être capable d'écouter et de poser Oui. les bonnes questions. Quoi. Mais ce dont on parle, c'est que tu peux jamais savoir quand est-ce que la personne dit, comme quand t'es tout petit, t'es enfant, tu joues avec quelqu'un, tu sais jamais quand est-ce que cette personne, quand est-ce que ce gamin il est repu du jeu. Genre c'est bon, je suis fatigué, pause. Et t'as un autre qui est là en mode non, on continue, non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, Quand est-ce que les deux sont Bah, à ce niveau-là, bon, j'ai commencé la boxe récemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui sont là, ils sont plus ou moins dans la même attitude que moi en fait. C'est genre on se donne des coups, ouais je t'ai eu là, ouais je t'ai eu, et puis c'est en mode ouais on y va, on continue. Tu vois, il y a ce truc là, et justement ceux qui reviennent pas en fait, c'est ceux qui disent oh mon dieu, là j'ai senti un coup, je ne reviens pas, blablabla. Et donc c'est très marrant parce que je me rends compte, ah tiens j'ai trouvé une sorte de communauté bizarre de gens violents, tu vois, et je me retrouve là-dedans, alors en fait, et donc oui je me rends compte, ah tiens je suis un violent, je savais pas, je croyais que j'étais quelqu'un de sympa, et zen en fait non, j'ai cette attitude guerrier en moi qui fait que ouais je rentre dedans. Mais ça, en même temps, ça peut juste équilibrer, quoi. Tu vas Ouais. tout balancer à la boxe. Après, ça peut être une manière de se dire, ok, après, je lâche la grappe aux gens sur les sujets de débat ou je sais pas. Tu vois, c'est une manière de s'équilibrer soi-même quand on sait de ce dont on a besoin. Je sais pas. Peut-être que la boxe, à terme, ça va te permettre justement d'être moins dans cette agressivité entre guillemets. Hein. Je te connais pas assez pour dire dans la vraie vie. Disons que non, pour le moment, enfin j'ai fait 5 cours, tu vois. C'est pas genre je fais de la boxe maintenant, que je suis un expert de toute la vie. Ouais, mais disons que là où ça me fait vraiment du bien, je me rends compte que c'est déjà c'est très passionnant, c'est intéressant, et en même temps c'est un truc où tu dois apprendre en fait à déconnecter le cerveau, parce que je pense quand même beaucoup. Parce que si tu penses, en fait, le gars en face de toi, il te rentre dedans et tu comprends rien, quoi. C'est vraiment, c'est fonctionner à un autre niveau d'instinct, mais en même temps un instinct contrôlé, tu vois. Une sorte d'agressivité contrôlée, tu vois. Parce que justement, tu tapes pas la personne, mais tu lui fais savoir que ah tiens là t'es ouvert, et donc du coup lui il te dit ah ouais merci, et donc et vous testez les uns les autres. Ok, vous faites mal mais gentiment, et puis après c'est ouais, putain c'était cool, et puis voilà quoi. Je sais pas où je vais avec tout ça. Donc tu donnes, tu images. J'image, voilà. Et en effet, ouais, et je me suis rendu compte, ouais, en fait les échecs, même mine de rien. L'autre jour, je suis allé à un club d'échecs et donc j'ai joué, et puis je suis là, ah ouais, moi je joue sur échecs aux internet, et donc il y a des gens, ils jouaient depuis 20 ans et je les ai explosés, mais putain, mon ego il était là, ouais, François a du niveau, il sait manger les autres aux échecs, tu vois. Et donc je me rends compte, ouais, il y a cette espèce de violente agressivité qui est là en moi que, en fait, avant je n'identifiais pas, donc ça fait quoi, ça doit faire peut-être 3 jours que je me suis rendu compte, ah mais ouais, en fait, il y a quand même un peu une agressivité en moi, quoi. C'est une combativité peut-être pour le dire positivement. Ouais, je suis d'accord. C'est pas tant de l'agressivité que c'est ça. Comme les chiots qui jouent entre eux pour s'entraîner. C'est que tu t'as pas encore trouvé ton niveau justement, tu vois. Tu cherches à trouver où tu es en fait. Oui, mais tu vois à ce niveau-là, tu te souviens on parlait de avoir le courage de faire des choses, tu vois. Ouais. Un truc que je me rends compte, c'est que parce que j'ai cette combativité. En fait, moi, je crois que combativité. Mais Beaucoup de teams. il y a beaucoup de mais parce que je l'ai, en fait, et que je ne la reconnaissais pas en moi-même, moi, je partais du principe que tout le monde l'a. Et donc, par exemple, je parlais avec un ami sur le fait de draguer une meuf, tu vois. Mais lui, il ose pas, tu vois, leur dire, tu vois, genre, ah, mais putain, je suis intéressé, ça m'intéresse ce que tu dis. Et du coup, moi, je lui dis, bah écoute, dis-lui que t'as une grosse bite, et puis c'est bon. Mais en fait, moi, je lui dis ça, pas pour essayer de l'avoir, c'est pour qu'il casse lui-même sa propre peur, parce que moi je fonctionne comme ça. Si j'ai peur d'un truc, à la foutre, j'y vais et puis je casse ma peur, tu vois. Mais ça, c'est une attitude de combattant, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une attitude de genre normal. Des non-combattants. Normaux, arrête. Tu vois, t'as envie de te dissocier. Ah, c'est bien, je teste. Hein. Mais donc voilà, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, et c'est vraiment une conversation récente, je crois, de hier, où on m'a dit, ouais, putain, en fait, t'as beaucoup de courage, et puis je me rends compte, ouais, en fait, c'est vrai que moi, je rentre blindé dans le clash et tout, et donc j'expliquais à la personne de comment, moi, j'étais vierge assez tard, et comment, à un moment, parce que tout le monde se foutait de ma gueule, moi, je suis sorti seul, sans alcool, et je suis allé draguer des meufs, et me taper la honte, parce que je savais pas le faire, tu vois. Mais je me rends compte, oui, putain, ça demande blindé de courage, mais en même temps, j'ai cette attitude et j'ai ce fonctionnement qui fait que pour moi, c'était naturel de le faire comme ça plutôt qu'aller faire de l'hypnose ou d'aller faire d'autres trucs, quoi, tu vois.
Après, c'est pas pour te casser, mais je pense pas que c'est une question de courage, c'est une question que toi, ta manière d'aller dans le courage, c'est la combativité. Il y a d'autres formes de courage en fait. Ouais, il y a clairement. peut-être aussi des gens pas courageux par ailleurs. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais aussi avec. Et j'ai oublié mon idée, putain. Pardon. Il y avait un lien avec ce que tu venais de dire, que pour faire une boucle avec ce que toi t'avais dit avant, je sais plus. Soit. C'est pas grave, ça va revenir peut-être. Mais de l'équilibre, en fait, je pense que c'était plus par parce que tu as beaucoup parlé de l'équilibre entre les choses et que finalement, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi aller à la rencontre des autres parce que c'est important de voir qu'on n'est pas tous dans le même fonctionnement. Et donc de pouvoir parler de ces fonctionnements avec d'autres, on voit qu'en fait, ah ouais, ok, moi ça c'est une recette, mais pour toi ça n'en est pas une, et vice versa. Et donc l'échange avec des gens différents aussi, on se dit, ok, il y a différents schémas, on n'est pas tous pareils. Et voilà, et donc par rapport à l'histoire de meufs. Pardon, je parle de mon concret. Non, mais c'est pas grave. Si mais ça non, dérange, tu dis. Non, ça me dérange pas, mais c'est juste pour illustrer avec un autre truc, parce que quelqu'un m'a parlé de ça il y a pas très longtemps. Il y a un bouquin de développement personnel, Love, tout ça, qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et c'est une espèce de méthode qui t'explique qu'en fait, pour exprimer ton amour, il y a 5 canaux, en fait. Il y a notamment les cadeaux, notamment le toucher, le temps de qualité ensemble, les mots, et un autre truc sans doute très évident que j'ai oublié, j'oublie toujours le nain le plus important dans les 7 nains quand je les cite, mais voilà, j'ai plus, il y en a 5, bref. Et que souvent, il y a beaucoup de couples qui foirent, parce que moi je suis par exemple quelqu'un qui a besoin de mots, on va dire, c'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave, et en face de moi j'ai quelqu'un qui aime bien les cadeaux, et moi j'en ai rien à foutre, et donc je lui donne plein de mots, il me donne plein de cadeaux, et je fais putain, il me dit jamais qu'il m'aime, et lui il me dit putain, elle me donne jamais rien. Et donc en fait, il n'y a pas d'amour alors que c'est juste, t'es pas dans la bonne expression, et donc c'est juste pour illustrer, c'était pas le cœur, mais qu'en fait on a tellement de fonctionnements et de profils de gens différents sur plein de choses, il y en a des combatifs, il y en a des autres, que si on connaît pas un peu les autres, d'où l'intérêt de l'harmonie entre soi et les autres, on ne sait pas qui nous-mêmes on est. Parce enfin voilà, il y a tout ça qui... justement, j'aimerais rebondir tout de suite là-dessus à propos de sur qui on est, et pour revenir aux entreprises et pour revenir à tout ça. Oh mon Dieu, on boucle des boucles et tout, c'est trop beau. C'est que pour revenir à toutes les histoires du début, c'est que justement, quand tu sais pas qui tu es et ton fonctionnement, je me rends compte que oui, bon, je suis un gars qui challenge et qui remet en question, qui dit au manager, mais ton idée c'est de la merde, manager. et que tu te rends pas forcément compte. Moi, je me rendais pas compte que j'étais dans ce fonctionnement-là de challenger, de rentrer dedans et tout ce que tu veux. Et de ce fait, je me rendais pas compte que je dérangeais certaines personnes. Et là, maintenant, je sais que je fonctionne comme ça. Peut-être que du coup, je communiquerai différemment, tu vois, sachant qui je suis. Et donc, du coup, peut-être que ça créera un meilleur équilibre avec les gens autour de moi, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais à ce niveau-là. Savoir qui on est, pour savoir quelle est sa place. Et je regarde intensément Vin dans les yeux. C'est bon, on l'a trouvé. On a trouvé le 5e langage de l'amour. Ah, c'était quoi? Des notes. Ça va vous aider. Les actions, les services, faire des choses pour l'autre. Voilà. C'était la petite minute téléphone rose. J'ai l'impression qu'on arrive à une sorte de silence. Ça marche. C'est pas forcément, pas forcément en couple, quoi, dans tout. Oui, tout à fait. L'amour, c'est large, mais c'est parce que là, c'était un truc de développement personnel, un peu sur comment bien fonctionner en couple, mais en fait, ça marche pour tout. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Parce qu'on a fait 1 heure, donc pour moi, parce que pour moi, on peut arrêter, mais je sais pas, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose qui veut brûlamment dire? C'est quand même vachement. Parce que je sais que toi, t'avais des sujets. Du sujet de la solitude. Non, mais j'avais noté des trucs pour. Non, pour pas si tant que ça, jamais, on a tourné autour. Hein. C'est vrai. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci, moi j'ai pas besoin de raconter toutes mes histoires. Mais tu peux. Peut-être qu'il y a des trucs très intéressants que nos auditeurs, auditrices vont se dire, ou non binaires, vont trouver super intéressants. Mais pour parler de la communication, tu parlais de changer la manière dont tu communiques. Il y a des moments où ça marche pas avec certaines personnes, ça marche pas avec certaines personnes. Et il faut pas non plus trop forcer le fait de vouloir changer trop ton mode de communication, parce qu'au final, tu peux pas non plus trop t'éloigner de toi-même, de la manière dont toi tu fonctionnes pour t'adapter aux gens, parce qu'au final, ça marche jamais. À la fin, tu vas toujours finir par péter un câble si tu es la seule personne à faire des efforts dans ta communication pour t'adapter aux autres. Et ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Ça fait partie aussi du fait de trouver sa place, quoi. Mais à ce niveau-là, donc pour revenir à le fait que je découvre une sorte de compatibilité, agressivité et tout ça, c'est que si moi je me rends pas compte de moi-même que je fonctionne comme ça et que la majeure partie des gens, ou en tout cas beaucoup de gens, ne fonctionnent pas comme ça, quelque part, en fait, donc je rentre dans un clash sans moi-même me rendre compte que je vais au clash, et donc ça peut être
tu vois, cette manière de communiquer peut être bien dans certaines situations, mais dans d'autres, ça ne peut pas être la meilleure. Et puis, tu peux faire ce qu'on appelle de la prévention, tu vois. C'est, je me ramène, attention, je suis quelqu'un qui rentre en clash. Comme ça, les gens sont prévenus, tu vois, ils savent, ah oui, c'est juste qu'il nous a prévenus. Et c'est sûr que même moi, j'étais pas conscient de ça moi-même, mais je me dis, ah tiens, si je le dis par exemple à l'avance, tiens, ça peut être intéressant pour que les conversations soient plus intéressantes. Enfin, je sais pas. Et là, c'est pas vraiment changer ou faire des efforts trop grands, mais le simple fait de dire, ah moi, je fonctionne comme ça, ah oui, moi. Et je prends d'autres exemples. Moi, par exemple, j'ai tendance à m'isoler. Ah, moi, par exemple, j'ai tendance à faire des blagues quand je me sens inconfortable. Ah, moi, j'ai tendance à rentrer dans le cliché. Moi, j'ai tendance à m'isoler. Moi, j'ai tendance à vouloir faire des efforts quand je me sens stressé, tu vois. Et c'est le fait de pouvoir le dire ouvertement, d'ailleurs, à ce niveau-là, pour tout ce qui est test de personnalité, mais je vais en parler après. Mais c'est juste, en fait, le fait de pouvoir être clair dans quel est son fonctionnement et du coup, avoir une meilleure relation avec le groupe. Je sais pas. Ouais, clairement. Ouais. Moi, c'est ça que j'avais envie de dire en ouais, fait. ok. C'était que quand je dis changer ta manière de fonctionner, c'est vraiment intérieurement changer ta manière de fonctionner. Il faut pas le faire, mais se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui communiquent d'autres manières parce qu'elles fonctionnent d'une autre manière, c'est tout aussi important et c'est important de savoir l'accepter. Mais que tu peux pas non plus attendre de ton, enfin. Comme tu peux pas attendre des autres personnes qu'elles changent complètement leur manière d'agir et de fonctionner, tu peux pas non plus te forcer toi-même à changer complètement ta manière de fonctionner et ta manière d'agir. Tu peux tendre vers un meilleur équilibre ou tendre vers un meilleur, une base plus large, j'ai envie de dire, mais le cœur de ce que tu es changera pas. C'est comme on dit, la com, c'est 50-50. Il y en a un qui fait la moitié du chemin, l'autre qui fait l'autre moitié. Et si l'autre il veut pas faire un peu de bout de chemin, ça marche pas en fait. Et si on est trop opposé, ça fonctionne pas. Mais tu peux quand même tendre vers quelque chose où il y a une possibilité de connexion éventuelle. C'est un peu cette idée, ça qui déresponsabilise pas mal. Enfin, cette image de 50-50, tu dis ok, je suis responsable de la relation, mais seulement partiellement. En fait, il n'y a pas que moi qui suis fautif, il n'y a pas que moi qui. Fautif, j'aime bien ce mot. Ouais, je suis très empesée par le truc. Non, mais justement, mais il y a quelque chose de très profond là-dedans, c'est que pour revenir à nos hikikomori, pour revenir à moi qui du coup veux m'adapter, bah oui, c'est parce que du coup quelque part en moi il y a la faute, tu vois. Si je m'acceptais exactement comme je suis et que j'en ai rien à foutre de l'opinion des autres, bah oui, peut-être que je ferais pas l'effort d'apprendre à me connaître moi-même, tu vois, et je serais juste en mode oh ouais, là, c'est les autres qui sont méchants et moi je suis bien et c'est la faute de tout le monde, les autres, je les emmerde, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, la vérité est au milieu en général. Dans beaucoup de choses. Et je voulais juste ajouter un truc à propos des tests de personnalité. Dans le livre que tu n'as toujours pas fini, Elias, il parle justement de comment maintenant ils utilisent des tests de personnalité et ils analysent tes achats et tout via tout ce qui est big data pour en fait repérer les gens qui sont workaholics et c'est ceux-là qu'on va engager. Je trouvais ça intéressant. Et donc je te conseille de lire ce livre, il est très intéressant. Je suis presque à la moitié, super important, super intéressant. En fait, c'est un livre génial qui s'appelle, en anglais il s'appelle Weapon of Math Destruction et ça parle de tout ce qui est big data et data science et tout ce qui est intelligence artificielle et analysée, qu'est-ce que fait Google et qu'est-ce que fait Facebook, la réaction maladive de Julie que vous ratez. Ça me fait de la tachycardie. Et donc tout ça en fait ils expliquent tous les différents moyens de comment on utilise en fait quand ces grosses boîtes utilisent tes données pour influencer tes décisions politiques, influencer tes achats, influencer tes études, influencer qui on engage, tu vois. Donc si tu viens d'un quartier dangereux et qu'on le voit et parce qu'on trouve ça sur internet, on va pas t'engager par exemple. C'est des trucs qui se passent aux États-Unis. C'est cool. Hein. En fait, il y a le jeu de mots de la version anglaise a été remplacé en français par ADM. Armes de destruction mathématique ou de armes de destruction massive et c'est ça les ADM le principe il est louable mais une fois que tu l'appliques ça simplifie tellement la manière de sélectionner ou d'évaluer les gens, les organismes, les institutions, n'importe quoi, que en fait ça empire en fait la situation, ça pousse ceux qui sont en haut du classement à le rester ou à aller plus haut et à ceux qui sont défavorisés par ce truc-là à descendre encore plus en fait. Parce que les variables sont beaucoup trop limitées et un peu trop clichés on va dire. C'est, voilà. Une ADM saine, après je suis pas arrivé au bout du bouquin,
Mais voilà, c'était un peu l'idée. Je vais donner un exemple concret, comme ça on concrétise tout ça. Amazon, ils se sont dit, tiens, on va créer une intelligence artificielle qui va analyser les CV des gens sur base des données historiques de qui a été un bon employé et qui était devenu un bon leader et tout ça. Un truc qu'ils se sont très vite rendu compte, c'est que l'espèce, données historiques, donc ça veut dire dans l'histoire d'Amazon, qui a été un bon travailleur, eh ben, ils se sont rendus compte que cette intelligence artificielle, systématiquement, elle enlevait les CV qui étaient des femmes ou des étrangers. Donc ceux-là, il n'y a pas de futur pour eux. Parce que historiquement parlant, bah oui, les grands managers, ça a tous été des hommes blancs et avec des costumes, tu vois. D'où la déviation, tu vois. Et donc ça, c'est un exemple de déviation, il y en a plein d'autres. C'est parce que ça tronque, enfin, on n'a aucun espoir de survivre en termes d'humanité avec des systèmes pareils. Enfin, ça reproduit encore plus le schéma social existant, alors que déjà tout y concorde sans ces moyens-là. Moi, ça me désespère. Le bouquin est très intéressant parce que la dame a... La dame, boulot, la demoiselle... Non, la dame, elle a une famille et tout. D'ailleurs, elle a un truc marrant sur les ADM avec ses enfants et tout. Elle a vraiment suivi son parcours justifie totalement ce qu'elle dit en fait. Elle dit les choses avec des mots simples et donc quelqu'un, tu vois, d'autrement évolué, cultivé, etc. pourrait dire oui, le discours il est un peu simple et tout. Elle te parle de manière simple, mais en fait son parcours il est vraiment nickel. Enfin, c'est des accidents, mais elle s'est trouvée aux bons endroits au bon moment. Elle a connu la crise des subprimes et elle bossait justement pour des algorithmes d'organismes qui justement manipulaient l'argent justement comme il fallait pas. Elle est allée de boulot en boulot et c'est comme ça qu'elle a pu bien comprendre le concept des ADM qui est très obscur parce qu'on sait pas comment c'est codé. T'as des brevets de malades, ça vaut des milliards et voilà, c'est vraiment très intéressant quoi. Voilà, faut vraiment lire ça. D'ailleurs il y a le petit bandeau rouge qui dit c'est presque un manuel du citoyen du 21e siècle. Et ce qui est flippant, c'est ça que je veux dire, ce qui est flippant, c'est que les ADM sont déjà partout, et il y en a énormément, et tout le monde veut en créer pour gagner de l'argent, justement, parce que c'est devenu le nouvel ruée vers l'or, quoi, c'est ça, c'est vendre des ADM. Et il y a plein de sujets, c'est pas juste... Donc là, on a dit quoi ? On a dit politique, donc comment analyser le peuple et faire des messages hyper visés, pour toucher la personne exactement avec ce qu'elle veut entendre pour être sûre qu'elle va voter pour ton parti. Flams Blank Trump. Moi j'étais sur Boris Johnson. Je viens quasiment de finir le chapitre sur pas les assurances, sur les écoles, le système de notation des écoles américaines, tu sais, Harvard et tout, super grande école et tout. Mais tout ça c'est un journal. Donc les ADM sont pas forcément les algorithmes, ça peut aussi être des trucs sur papier. C'est juste un concept. C'est un journal qui, pour booster son audience, c'est un truc de fou quand même. US Daily, je sais plus. C'est un journal qui était pas le meilleur, et pour concurrencer avec les meilleurs, pour gagner en popularité et gagner de l'argent, s'est dit tiens, et si on faisait un palmarès des écoles du premier au 30e, 50e, 100e, je sais plus combien c'est, et au début, donc effectivement ça a gagné vachement en popularité parce que les familles veulent savoir c'est quoi la meilleure école. Mais le problème, c'est que leur ADM, il était claqué, il était pourri. Et donc, il y a des écoles qui étaient super bien, qui se retrouvaient tout en bas et tout. Donc, ça a causé un gros problème. Mais du fait que ce projet est complètement non violent et que tout passe par de la com et c'est obscur parce qu'on ne sait pas qui décide, etc. Mais c'est très compliqué de le faire évoluer et de lutter contre ça. Et donc, le système, même Obama, a essayé de faire des trucs apparemment pour améliorer la notation des ADM. Et en fait, tu te rends compte que c'est devenu tellement puissant que tu ne peux plus supprimer une ADM. Tout ce que tu peux faire, c'est rajouter des variables pour essayer de rattraper le machin, un peu comme tu sais ce jeu où tu as plein de morceaux de bois qui sont très très hauts, et dès que t'en retires un, pour tout s'écroule. Attends, ça va. T'as vu le chapitre sur la justice et la meuf là qui a eu un... Bon, ok, je vais vite... J'ai vu celui sur un ADM qui permet d'évaluer le potentiel de récidive des détenus. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est toujours les détenus qui viennent de quartiers chauds qui vont se retrouver dévalués parce que statistiquement, c'est comme ça. Tu les mets plus longtemps en prison. Tu les mets plus longtemps en prison. Parce que le risque de récidive, etc. Plus grosse peine, mais non, etc., ce que je voulais dire, c'était autre chose. Et puis, je crois qu'on va ou bien passer à autre chose, ou bien je vais conclure, je sais pas. Mais c'était une meuf, donc dans le même livre. Et en fait, elle
je crois que son mari l'a battue ou quoi. Et donc elle appelle les flics. Elle se fait arrêter aussi. Les flics, ils ont simplement arrêté tout le monde. Mais après, elle n'a pas été mise en prison. Donc elle n'a pas été convicted. Donc elle n'a pas eu de plainte, quoi. Mais en fait, tu avais une entreprise qu'on appelle un data brokerage, donc un gars qui achète des données et qui les revend. En fait, il a acheté des données à la police au moment où elle a été arrêtée, quoi. Donc ensuite, la police, ils ont effacé les données sur elle, quoi. Et donc, cette entreprise-là a revendu ces données à plein d'entreprises sur elle et tout ça. Et donc, en fait, elle ne trouvait pas de job parce que sur elle, il y a écrit « Ah ouais, elle a été arrêtée par les flics, blablabla. » Sans avoir de casier judiciaire. Sans avoir de casier judiciaire, tu vois. Et donc, elle a dû se battre genre pendant 10 ans pour que cette entreprise enlève cette info pour que je puisse avoir un job, s'il vous plaît. Donc, tout le monde doit lire ce livre, Les armes de destruction mathématique, je sais quoi le nom de la meuf ? Je sais plus. Merde. Bon, lisez ce livre, Weapon of Math Destruction, armes de destruction mathématique. Sur les algorithmes, quoi. Les algorithmes. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire ou on peut conclure ? Vin ? Ça va ? Maxime, tu vas bien ? Cool. Bah, je vais bien. Je vais terminer avec une histoire inutile. Ah là là. Donc, j'étais avec Benito. Benito, c'était un bon pote à moi et avec sa copine Carmen. Il avait reçu une sale nouvelle. Juan, son frère, a eu un accident de voiture parce que Juan buvait souvent. J'avais encore la voiture de société, du coup, je les ai déposés à l'hôpital. Dans la route, il y a Carmen qui crie et Benito aussi. Tu vois, la passion des Sud-Américains. J'ai dû un peu les calmer, quoi. Ça n'allait pas. Ce qui venait d'arriver les touchait profondément. Du coup, on arrive à l'hôpital, on arrive dans la salle et Juan était là, quoi. Il était rempli de trucs pour le garder en vie. Il y avait un tube qui le nourrissait, un tube d'antibiotiques, un tube de sang et d'autres tubes et machines que je comprenais pas trop. Il était dans une situation critique. Le docteur est venu nous annoncer après qu'il était dans un coma et qu'il n'était pas sûr s'il allait se réveiller ou non. Puis il a dit ces mots : « Il faudra décider si vous voulez le laisser dans cet état. Il pourrait ne jamais se réveiller. » Cela a touché tout le monde, les parents, Benito, Carmen et d'autres gens de la famille. Et je me sentais un peu bizarre, quoi. Et à un moment, les heures de visite étaient terminées. Ils ont discuté en espagnol pendant un moment. J'ai pas trop compris, mais Benito était clairement pas d'accord avec les autres. Ça, je pouvais déduire de leur non-verbal. Il s'est énervé, il m'a dit qu'on y allait, quoi. Et donc, je les ai déposés chez eux et je voulais lui dire au revoir, mais il m'a pris ma main et il ne prend jamais ma main, tu vois. Et je crois qu'il voulait pas le dire, mais il voulait que je reste avec lui. Et du coup, on est allé se garer et puis on est monté chez lui. Et il y avait toujours ce silence très inconfortable. On a allumé la TV, il y avait le match ce soir-là. Benito ne rate jamais un match. Il m'a donné son laptop et il m'a dit joue avec moi. Et du coup, on a joué à Call of Duty avec le commentaire du foot devant nous. On a bu des bières. C'était comme ça à un moment, il y avait moi, Carmen, Benito, le foot, Call of Duty, les bières, et puis le silence. C'est Benito qui a cassé le silence et il a dit « Carmen, François, si jamais vous me voyez comme ça, dépendant de machines et nourri uniquement par du liquide, je vous en prie, ne me laissez pas vivre comme ça. Coupez tout. » Carmen l'a regardé intensément, puis s'est levée. Elle a éteint la télé, coupé son ordi et jeté toutes les bières. Ok, la blague n'a pas marché. Ouais, voilà, merci d'avoir participé. J'espère que c'était intéressant pour vous. J'ai pas compris. Non, mais il était dépendant de la machine, il était dépendant de la machine, des liquides. des bières. Ouais, ça a pas marché. J'ai vraiment on a mis du temps à la tombé dans le panneau. Oh, c'est une blague de merde qui n'a pas fonctionné. C'est bien débile. Non, elle était pas mal, mais je l'ai pas eu. Moi, j'étais à fond là. Oh, c'est horrible cette blague. Et donc, du coup, j'ai pas du tout. J'ai pas dit il y a une blague. La blague, elle fait. Elle est pas mal, mais je l'ai pas sentie. Merde, quoi. Fait chier. Ouais, ça, c'est un truc que j'aimerais développer. Tu vois, l'humour, storytelling, où tu racontes une histoire hyper longue et glauque, et puis tu prends une punchline de merde. C'est tout parce que la punchline était trop longue. Donc j'ai pas fait la connexion assez Le bien. lien était difficile à faire aussi. Ouais, je devrais faire plus simple. Ouais, c'est vrai. Ça ressemblait trop à une vraie histoire. Bon, ben merci de nous avoir écoutés et tout. Voilà. Je remercie mes participants. Le ton de la voix aussi. Le ton de la voix, peut-être. J'aurais dû faire ah, elle a coupé l'ordinateur et... mais avant. Ou alors appuyer un peu plus sur ce passage par rapport au reste de l'histoire. C'est une science. De ralentir et d'appuyer sur si franchement si je dois vivre avec des machines et des liquides pour me nourrir, je préfère crever. Et la meuf qui fait ah vraiment bim. Ah, tu vois
qu'on sache que là il se passe un truc, tu vois. Parce que sinon, moi j'étais juste là, putain, c'est pas niais, en fait, c'est pas niais. Moi je vais pleurer. Bon, bah, merci d'être venu. Bonne chance. Pourquoi? Je sais pas. J'aime bien souhaiter bonne Te, chance. te battre avec le rat qui se trouve, qui garde l'entrée. S'il y a le rat qui est dans la toilette, tu peux. Moi j'ai pas peur. Ah, ça va. Ah là là. Ouais. Ça va, c'était intéressant, vous avez kiffé? Pour moi, c'est un peu dur.